est un peu plus d'1h30 et c'est maintenant Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Night Shift de James Sandoval. Et cela, l'armée soviétique, ni même Gorbatchev ne pourront jamais l'accepter. Dans la grande station-service sur l'autoroute principale, les nuits se suivent, longues, froides. Je suis pompiste de nuit. Je travaille d'arrache-pied et je suis un garçon plutôt serviable. Enfin, c'est du moins ce que pense de moi mon patron, le vieux Dubrovski. Le vieux Dubrovski ressemblait à tous les patrons que j'avais eus jusqu'ici. C'était pas trop désagréable de travailler pour lui si on était un peu futé. Voyez ? Un après-midi, il nous remit les enveloppes qui contenaient nos primes. Oui, il lui arrivait de nous donner un petit bonus de temps en temps, 3-4 fois par an. Cette fameuse après-midi, les employés se plaignirent de l'insuffisance flagrante du contenu de leur enveloppe. Même Dubrovski avait l'air gêné. Il donnait l'impression de vouloir s'excuser. C'était si drôle que j'ai failli leur éclater de rire au nez. Quelquefois, il m'invitait aussi à dîner avec les autres gars de la station-service. Alors, il nous déballait son histoire de grande et heureuse famille, avec une fâcheuse tendance à nous filer de grandes claques dans le dos, en appelant tout le monde fiston. Il allait même jusqu'à nous faire miroiter des participations aux bénéfices, profitant sournoisement de la naïveté ambiante. Je le regardais faire son numéro. À l'écouter, on l'aurait cru sincère. Mais moi, j'étais pas dupe. La station-service se trouve à environ un demi-mille sur l'autoroute principale. Suffisamment proche pour bénéficier d'une partie de la clientèle locale et suffisamment éloigné pour attirer les voyageurs de commerce et les touristes. De 8h du soir à 4h du matin, je pompe de l'essence, je verse de l'huile et je lave les pare-brises. Et ça n'arrête pas de défiler. Comme toujours, je me suis rapidement mis au courant du boulot. Et le vieux Dubrovski ne se doute pas une seconde que depuis les quelques mois que je travaille pour lui, j'ai déjà trouvé les moyens de lui soutirer une jolie part du gâteau. Je dois dire que je suis très fort pour ça. La plupart du temps, j'arrive toujours quelques minutes avant 8h. Comme ça, je suis avec le responsable de la station quand il relève le compteur des pompes et établit l'inventaire des bidons d'huile. Et toutes les nuits, c'est la même routine. On échange des petits regards complices pour se dire que tout est en ordre. Peu de mots. C'est par ce biais que j'instaure la confiance. Ensuite, j'attends qu'il prélève toute la recette, excepté la monnaie et les 10 billets de $1 qui servent de fond de caisse à l'ouverture. Puis, le responsable met le tout dans une enveloppe qu'il glisse dans le coffre du vieux Dubrovski au travers d'une fente. Lorsque l'argent disparaît dans la fente, alors je prends mon service officiellement. Pourtant, quelquefois, un des gars reste plus tard pour bricoler sur sa voiture ou me tenir compagnie. Et c'est là que tout devient beaucoup plus délicat. Mais en général, ils ne traînent pas trop longtemps, comme si le fait de rester seul avec moi les mettait en danger de mort. Enfin, quand il n'y a plus personne, que la station est sous mon unique protection, je vais dans l'atelier, je me munis d'un tournevis long et mince et j'entreprends mon véritable plan d'attaque. Je frôle les pompes à essence, je caresse leur métal froid jusqu'à la vitre, je glisse rapidement ma main derrière les plaques et d'un petit geste qui demande une grande précision, je décale chaque compteur de 100 litres en arrière.
Je vous l'ai dit, je suis très fort pour ça. Et les 8 pompes de la station se laissent posséder de la même manière. Ça fait à peu près 800 litres d'essence de gagné chaque soir. C'est un bon truc. Mais c'est pas ma seule combine. Hein. Ah non, il y a aussi les bidons d'huile. Je dois avouer que ça me procure pas le même plaisir que les pompes, mais ça peut rapporter pas mal quand on est un garçon souriant comme moi. Je ne prends jamais plus de 2 douzaines de bidons d'huile de premier choix. Des bidons vides, bien sûr, et je les remplis d'une huile ordinaire que je récupère sur une barrique planquée de l'autre côté de la station. Après quoi, je les range sur le présentoir derrière les bidons d'huile supérieurs pour les repérer sans problème. Évidemment, c'est bien moins excitant que mon petit trafic sur les pompes à essence. Faut dire que j'ai très peu de temps pour mettre en plan le dispositif. Il faut jamais que je perde de vue qu'un client pourrait surgir. Pour peaufiner mon installation, je vais chercher dans le coffre de ma voiture une caisse de bouchons de réservoir. Vous savez, des simples bouchons d'essence. Je dépose la caisse tout près de la cabine comme si elle avait toujours été là. J'ai pas besoin de la cacher. Et vous allez voir que les clients n'y voient que du feu. À présent, je suis fin prêt. Le vieux Dubrovski ne peut pas savoir à quel point je jubile à l'idée de travailler à 75% pour lui et à 25% pour moi. C'est ça que j'appelle faire des affaires, moi. Et je suis très fort pour ça. J'avoue que les clients ne sont pas trop difficiles non plus. Surtout les clientes. Mon truc marche particulièrement bien avec les femmes. Tenez, quand j'en vois une arriver, toute pomponnée dans sa jolie voiture, je me frotte les mains. Je sais qu'elles adorent qu'on s'occupe d'elles, alors je ne manque jamais de leur faire le pare-brise. Pendant que je m'applique à la tâche, elles restent le cul bien au chaud dans leur bagnole à se refaire une beauté. Elles peuvent pas voir le compteur quand je verse un petit peu moins d'essence ou quand je leur fais payer plus que la somme enregistrée. Je suis rapide pour remettre les cadrans à zéro tout en les remerciant de mon plus beau sourire. Et presque tous les jours, il y a bien une vingtaine de bonnes femmes qui roulent pour moi et qui me permettent d'arrondir mes fins de mois. Je sais séduire quand il le faut. Et ça me va. Bien sûr, ça peut pas continuer comme ça indéfiniment. Il y a énormément de pertes dans l'essence, c'est évident. Mais là, je prends des risques. Tôt ou tard, soit le vieux Dubrovski, soit le responsable du secteur vont bien finir par se rendre compte qu'ils se font avoir. J'ai toujours eu un 6e sens pour ce genre d'histoire. Quand, pour la première fois, je les ai vus sonder les réservoirs avec une longue jauge graduée avant qu'on vienne nous livrer, j'ai décampé en ville en 4e vitesse. Mais, tant que ça dure, je ramasse gros. Tout est si bien organisé. Pendant que je lave la piste à grande eau et que je fais place nette, j'ai un petit peu de temps pour estimer combien j'ai gagné sur le dos du vieux Dubrovski et des paumés qui viennent toutes les nuits et qui repartent blousés. Aussi souvent que je le peux, je leur fourgue à bon prix l'huile de second choix. J'ai une astuce qui consiste à garder un doigt sur la jauge de manière à ce qu'elle ne puisse s'enfoncer jusqu'au bout. Je peux ainsi leur faire croire qu'il manque un peu d'huile dans leur moteur. Ensuite, si je ne suis pas surveillé de trop près, je mets au point mon regard le plus sincère et j'arrive même à leur vendre un bidon vide. Mon flair ne me trompe jamais. D'habitude, je réserve cette combine aux clients qui se précipitent aux toilettes aussitôt leur voiture arrêtée. Pourtant, ce qui m'amuse le plus, c'est de me faire un peu de fric grâce aux bouchons de réservoir. Bon, il n'y a pas tellement d'argent à en tirer vu de l'extérieur, mais sur le nombre, et comme ils se font tous savoir, les ploucs comme les types bien, je m'en sors. Il n'y a pas de petits bénéfices, n'est-ce pas? Et je suis très fort pour ça.
dira ce pompiste indélicat pour exploiter son patron et manipuler les clients? De quelle magouille est-il encore capable? Que se passerait-il si un jour des individus sans scrupules venaient à déjouer son stratagème? C'est ce que vous découvrirez dans quelques instants. Lorsqu'une de ces voitures de luxe immatriculées dans un autre état se range le long des pompes à essence, j'examine furtivement la tête du conducteur. En 2 temps, 3 mouvements, je repère son genre, s'il est seul, et puis ses chaussures. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai une sale manie, je regarde les godasses. Important, les godasses, parce qu'il y a des clients qui nous la jouent grande frime avec leurs belles bagnoles, mais quand tu vois les godasses, t'as tout compris. J'ai mis longtemps, moi, à saisir ce détail, mais maintenant, je passe direct de la tête aux pieds. Celui-là, il a du fric, c'est sûr. Celui-là, il en a pas. Avec tous ces indices, ma tête gamberge vite. Je glisse alors le bouchon de son réservoir dans une poche de ma salopette. Au travers de la vitre arrière, je fixe attentivement sa nuque qui n'a pas bougé. Je m'avance vers lui d'un pas assuré et je lui joue le premier acte de ma petite comédie que j'improvise suivant le type. « Dites-moi, monsieur, vous avez remarqué que votre consommation d'essence est anormale? »« Comment ça ?» répond-il toujours. Vous est-il déjà arrivé, jeune homme, de rencontrer quelqu'un de satisfait de sa consommation d'essence? Mais en y réfléchissant, maintenant que vous me le dites, j'ai bien l'impression que vous avez raison. Exactement ce que j'avais prévu. Et avec la même assurance, je dis... Eh ben, monsieur, à la dernière station où vous êtes arrêté, ils ont probablement oublié de remettre votre bouchon. C'est pas étonnant que vous ayez perdu de l'essence. Tiens, je parierais que vous en avez bien perdu 5 ou 6 litres sur 20 ou 30 000. Vous avez même dû en gaspiller pas mal chaque fois que vous accélériez. Il réfléchit et d'un air inquiet me demande « Pourriez-vous me vendre un autre bouchon, jeune homme ?»« Ah, je suis désolé, monsieur. On n'en a plus en stock ici. Mais, attendez, je pourrais peut-être vous en céder un d'occasion. » Je me dirige alors d'un pas rapide vers la caisse où se trouvent mes bouchons. Je fouille jusqu'à ce que j'en trouve un qui convienne et je le visse à fond après avoir fait le plein. Qu'ils aient un vieux taco ou une bagnole de luxe, ils mordent tous à l'hameçon. La plupart du temps, d'ailleurs, on me donne non seulement $2 pour le bouchon, mais aussi un pourboire généreux en plus. Dès que la voiture est hors de vue, je sors le bouchon de ma poche et je le mets de côté dans la caisse avec les autres. Il me servira sûrement un jour pour un autre pigeon. Mon travail se passe toujours comme ça. Je pompe de l'essence, je verse de l'huile, je nettoie les pare-brises et je vends des bouchons. Le vieux Dubrovski me voit parfois m'affairer bien plus que les autres employés. Pourquoi pas, hein? Ça m'est égal de travailler dur. La nuit, je suis seul maître à bord. C'est comme si j'étais mon propre patron dans ma propre station. Au petit matin, vers les 2 ou 3 heures, quand il y a moins à faire, je m'active encore plus pour parfaire mon petit dispositif. Le vieux Dubrovski ne se doute pas de quoi je suis vraiment capable. Un matin de bonne heure, alors que j'arrosais la piste, 2 jeunes gars sont arrivés en voiture. En levant la tête, j'ai vu tout de suite qu'ils étaient différents des clients que j'avais eus jusqu'ici. Ils avaient l'air de vrais sauvages, et avec leurs cheveux qui tombaient sur les épaules, on aurait dit des hippies. Ils avaient une vieille décapotable esquintée, les pare-chocs défoncés et un tuyau d'échappement qui faisait un boucan d'enfer. Les gars étaient assis et faisaient ronfler leur moteur en attendant que je laisse mon tuyau d'arrosage et que je me dirige vers la voiture. Je connaissais bien ce genre-là. Ils voulaient sans doute $1 ou 2 d'essence et il n'y avait sûrement pas moyen de les rouler. $2 d'ordinaire, a fait le gosse assis au volant. Vérifiez aussi l'huile, m'a lancé son copain avec un sourire ironique. J'ai levé le capot
et j'ai donné un coup de chiffon à la jauge. J'avais aucune raison d'essayer de tricher sur le niveau. J'ai donc pris la mesure avec exactitude et puis je l'ai montré au gamin. Il vous en reste un peu plus des 3/4. Pendant que je replaçais la jauge, j'ai entendu rire un des deux gars, mais j'avoue que j'y ai pas prêté attention. J'ai fermé le capot, je suis passé à l'arrière de la voiture et j'ai commencé à verser $2 d'essence. Le jeune gars ne quittait pas le compteur du regard pour s'assurer que je lui en donnais bien jusqu'à la dernière goutte. Je m'apprêtais à raccrocher le tuyau sur la pompe quand je me suis aperçu que plusieurs bidons d'huile, les bons, manquaient. Il n'était pas possible que je me trompe. On voyait même quelques-uns des vieux bidons que j'avais remplis avec de l'huile ordinaire et que je dissimulais toujours derrière. Un des jeunes de la décapotable avait dû voler les bidons d'huile pendant que j'étais penché sous le capot de la voiture. Le tuyau d'essence en main, je fais le tour de la guimbarde et je me suis approché du gars qui était au volant et je me suis mis à tapoter l'aile du véhicule avec le bout de mon tuyau. L'huile, que je lui ai dit. Remettez-la où qu'elle était. Je sais pas de quoi tu parles, répliqua-t-il avec aplomb. Son copain me fixa en me défiant du regard. Remets les bidons à leur place, que je dis une nouvelle fois. Le gosse au volant cracha avec désinvolture en me frôlant de près. L'autre me souffla à la figure sa fumée de cigarette. Ils se comportaient tous les deux comme si j'étais pas là. En les regardant, je me disais... Qu'est-ce que je peux détester les gens qui se croient plus intelligents que les autres. Je veux dire par là que je les méprise vraiment. Alors, je me suis mis en colère. Pour la dernière fois, remets les bidons à leur place. Les deux gus m'ont dévisagé et celui qui était au volant a dit à son copain: « Viens, allons-y, on va y filer une bonne correction à ce mec qui se permet des allusions déplaisantes. » Au moment où ils allaient ouvrir les portes de la voiture, de ma main droite, j'ai pointé le tuyau d'essence sur le siège avant et j'ai appuyé sur le piston. Aussitôt, un liquide orange a jailli, aspergeant les deux gosses. Celui de droite a poussé un hurlement de surprise et sa cigarette est tombée de sa bouche ouverte, provoquant une gerbe d'étincelles. Et la voiture s'est enflammée instantanément. Je m'en suis tiré de justesse avec les sourcils brûlés. Et les deux gosses, ils sont morts là où ils étaient assis, avec 8 bidons de la meilleure huile planqués sous leur siège. Et puis, il y a eu l'inévitable balai des sirènes et des gyrophares, des uniformes de la police et des blouses blanches des ambulanciers. Les photographes se sont bousculés pour prendre des photos sur tous les angles possibles et imaginables, pendant qu'on glissait les deux corps carbonisés dans des sacs plastiques. J'ai raconté aux policiers comment c'était arrivé. Les gosses avaient volé de l'huile et s'étaient foutus de moi. Ils m'avaient rendu tellement furieux quand je leur avais demandé de me rendre les bidons volés que je les avais inondés en pressant par inadvertance sur le pistolet du tuyau d'essence. Bien sûr, c'était un terrible et regrettable accident, qu'une cigarette les ait transformés en véritables torches vivantes. Personne ne douta de ma version. Les flics me dirent que j'aurais probablement à me présenter au commissariat. Et ils me laissèrent tranquille. Le vieux Dubrovski arriva à la station à ce moment-là, et je lui racontai ce qui s'était produit. « Ah, s'il y a une chose que je hais foncièrement, monsieur Dubrovski, c'est bien le vol et les voleurs. » « Moi aussi, mon garçon. Pendant que tu répondais aux questions des policiers, j'ai trouvé que tu m'as volé dans ton tiroir. » Et je me souvins tout d'un coup que j'avais pas eu le temps de faire disparaître le petit magot que j'avais ramassé la nuit dernière. Je levai les yeux sur le vieux Dubrovski et, pour la première fois depuis que je travaillais à la station, il avait pas l'air ridicule. Je lui vis donner de l'élan à son gros poing et puis, pouf, j'ai plus rien vu du tout.
J'en pris connaissance grâce à un type qui avait pris la relève de Dubrovski et qui m'aspergeait copieusement d'eau alors que j'étais étendu sur la piste. « Le vieux te conseille de foutre le camp », qui me dit. Et il ponctuait ses paroles en me balançant des coups de pied dans les côtes avec ses grosses godasses. Alors je suis parti. Quelle poisse! J'avais pas encore épuisé la moitié des ressources de la station Dubrovski et ces deux petits crétins de hippies qui étaient venus pour me voler mes bidons et qui m'avaient fichu ma combine en l'air. Quelle jeunesse!